Bonjour et bienvenue sur TricotTouch. Alors pour ce tuto tricot numéro 16, j'ai cherché une solution pour que chacun de nous puisse tricoter autant de bonnets qu'on souhaite, dans la taille qu'on souhaite, et a priori pour tout le monde. Et je l'ai appelé le bonnet universel. Alors le bonnet universel, pourquoi? La première raison, c'est que comme d'habitude, je vais partir du principe que vous n'utilisez pas forcément les mêmes aiguilles que les miennes et le même fil pour tricoter votre bonnet. Donc je vous montre évidemment comment est-ce qu'on fait les calculs pour que vous puissiez l'adapter à votre propre échantillon. Ça signifie qu'il faut que vous fassiez un échantillon. Pas d'échantillon, pas de calcul, pas de calcul, pas de tuto. Alors un bonnet universel aussi parce que je voulais que vous puissiez le faire dans toutes les tailles que vous souhaitez. Alors, soit vous utiliserez le sur-mesure, c'est-à-dire que vous pouvez mesurer le tour de tête de la personne pour qui vous voulez faire ce petit bonnet. Soit vous pouvez utiliser un document que j'ai fait. Alors, ce sont des valeurs qui sont purement indicatives. J'ai beaucoup cherché sur le net pour essayer de trouver les tours de tête en fonction de l'âge. Et vous le trouverez sur ma page Facebook. J'aurai mis ce document en photo, donc vous n'aurez plus qu'à l'imprimer ou le télécharger, enfin comme vous voulez. Donc ma page Facebook TricotTouch ou bien mon compte Pinterest TricotTouch. Et là, vous aurez des valeurs indicatives pour les prématurés du nombre de semaines, 22 semaines à 40 semaines, les bébés, hop, les enfants, les ados et les adultes. Du coup, si vous n'avez pas la personne sous la main pour mesurer son tour de tête précisément, vous pouvez utiliser ce document pour tricoter, enfin faire vos calculs et tricoter votre bonnet. Et enfin, universel aussi, parce que je voulais qu'à partir d'un calcul très simple, vous puissiez faire le bonnet de base, mais aussi modifier le nombre d'étages, moi j'appelle ça des étages, pour faire des bonnets beaucoup plus longs, voire extrêmement longs, on est limite dans le bonnet rasta, et aussi qu'en fonction de la manière dont on va répartir les diminutions, vous puissiez faire des bonnets ayant un aspect encore tout à fait différent, et là on s'oriente plus vers le bonnet lutin ou le bonnet Père de Noël, le bonnet comment on dit, le bonnet de Noël, c'est ça? Le bonnet de Noël. Donc ça, je vous l'explique évidemment au fur et à mesure. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va procéder en plusieurs étapes. La première étape, après que vous ayez fait votre échantillon, ça c'est inévitable, je vais vous montrer les calculs de base et comment tricoter le modèle de base, c'est-à-dire celui-ci. Et ensuite, il y aura plusieurs parties qui vont suivre, où je vais vous expliquer comment modifier la longueur de votre bonnet, dans quelle proportion, et comment, comme je vous le disais, éventuellement répartir les diminutions différemment pour obtenir un résultat de forme, de coupe tout à fait différente. Alors comme d'habitude, c'est un tuto pas à pas, ça signifie que je vous montre les calculs, que vous adaptez en fonction de votre échantillon, et je vous montre comment tricoter l'ouvrage. Et chaque fois que nécessaire, je vous renverrai éventuellement vers une autre vidéo où je détaille par exemple le montage des mailles, les côtes, ce genre de choses, des fois que vous soyez débutant total. Alors le matériel, eh bien le matériel c'est simplement la laine que vous souhaitez utiliser et les aiguilles qui vont avec, puisque de toute façon vous pouvez adapter les calculs en fonction de votre échantillon, vous pouvez utiliser toutes les laines que vous voulez, ou tous les fils à tricoter plus exactement, et toutes les tailles d'aiguilles. Ensuite évidemment la petite aiguille à laine avec un chat si possible très gros, et un bout arrondi pour ne pas se piquer. En ce qui me concerne, pour tous ces modèles et celui-là, j'ai utilisé soit la laine de chez Fil d'Art qui s'appelle Charlie, soit la laine azurite que je vais tricoter ici avec des aiguilles numéro 4. On n'a besoin que d'une taille d'aiguille pour tricoter cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des aiguilles plus petites pour les côtes que pour le reste de l'ouvrage. Alors voilà comment ça va se passer. J'ai piqué un feutre à ma fille parce que j'en ai même plus, c'est vous dire les sacrifices que je fais en faisant ces tutos. Bon, trêve de plaisanterie. Vous m'en voudrez pas, je tourne un peu mon carnet parce que je suis incapable d'écrire quand la feuille est droite. Ça, c'est sûrement une mauvaise habitude. Alors, on commence par le joli dessin. Le voilà, c'est tout simple. Le bonnet de base, il est comme ça. Il a donc 3 étages. Un premier étage qui est constitué de côtes. Tout le reste en jersey, avec une partie droite ici, et toujours en jersey, une partie où on va venir faire les diminutions. Donc je vous le disais, moi en ce qui me concerne, ça sera tricoté en totalité avec des aiguilles numéro 4. Alors justement, en parlant d'aiguille numéro 4, j'ai donc fait mon échantillon avec mon fil azurite et ses aiguilles numéro 4, et j'ai trouvé un échantillon de 17 mailles et 24 rangs. Il me faut 17 mailles pour faire 10 cm de large et 24 rangs pour faire 10 cm de haut. Donc sur votre joli dessin, vous avez fait et vous avez compté votre échantillon, donc vous notez votre résultat ici.
Enfin, ici ou là, hein. Comprenons-nous bien, on n'est pas à l'école non plus. Hein. Alors, la base de tous les calculs, c'est bien sûr notre échantillon, mais c'est aussi notre tour de tête. Alors, pour le tour de tête, je vais essayer de vous trouver une vidéo qui vous explique comment mesurer votre tour de tête si vous avez la personne pour qui vous voulez faire le bonnet. Donc soit vous avez le lien qui apparaît en haut pour ceux qui peuvent le lire, soit je vous mettrai le nom de la vidéo et ça défilera en bas. Donc moi, mon tour de tête, il est de 56 cm, parce que j'ai pu le mesurer. Si vous ne pouvez pas mesurer le tour de tête parce que vous n'avez pas la personne sous la main, vous trouverez ce document donc sur ma page Facebook Tricotouch, mais aussi sur mon compte Pinterest, donc sous forme de photo que vous pouvez télécharger. Et vous avez le tour de tête qui est indiqué en fonction de l'âge, pour les prémas, les bébés, les enfants, les ados, les hommes et les femmes. Alors sachant que à partir d'adolescents et hommes et femmes, vous avez très peu de données, d'abord parce que j'ai quasiment rien trouvé sur le net, ensuite parce qu'il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, le tour de tête ne bouge quasiment plus. Donc on a beaucoup moins de données. Alors que vous voyez, sur des enfants de 3 ans à 13 ans, là réellement on a une grande évolution. Mais à partir de 13-16 ans, le tour de tête, a priori, il ne bouge pas trop. Donc vous pourrez trouver le tour de tête moyen dans la colonne, dans la deuxième colonne, la première étant pour l'âge. Et dans la colonne qui concerne les enfants, le tour de tête moyen en centimètres, vous avez toujours 2 chiffres. Par exemple, ici, pour un bébé de 3 mois, c'est de 3 ans, pardon. Oui, c'est exprimé en années, pardon. Pour un enfant de 3 ans, c'est entre 48 et 50 cm. Donc ce sont des valeurs moyennes. Ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est, si c'est pour une petite fille, peut-être partir sur du 48 cm, pour un garçon 50. Si c'est un enfant que vous connaissez bien, vous saurez si vous devez vous situer dans la fourchette plutôt basse ou plutôt haute de la moyenne. Donc là, vous choisissez votre tour de tête en fonction des éléments dont vous disposez. Alors maintenant qu'on a notre tour de tête, on va venir, et ça c'est pour tout le monde, le diviser par 2,2. Donc en ce qui me concerne, 56 divisé par 2,2, ça me fait 25,45. Ce 25,45, vous allez maintenant le diviser par 3. Enfin, vous, c'est pas 25,45, on est bien d'accord, vous n'avez pas forcément le même tour de tête que le mien. 25,45 divisé par 3, ça me fait 8,48. Et ça, en réalité, ça va être la base de calcul pour la hauteur de nos 3 étages. On aura donc 3 étages de 8 cm,48. Voilà, donc on a la hauteur de chacun de nos étages. Alors moi, ce que je fais, vous pouvez arrondir. Là, j'ai 8,48, je peux arrondir à 8, à 9 ou à 8,5. C'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre 8,5 partout. 8,5, 8,5 et 8,5. Alors maintenant qu'on a réglé la hauteur de notre bonnet, il va falloir qu'on s'occupe de la largeur, c'est-à-dire pour pouvoir trouver le nombre de centimètres de large de notre ouvrage, pour savoir combien de mailles monter. Et pour ça, on va appliquer ce qu'on appelle une aisance. Alors l'aisance, c'est quoi? C'est la différence en dimension entre ce qu'on mesure sur le corps et ce qu'on va garder comme mensuration. Je vais vous donner un exemple tout bête. Pour un pull, on mesure le tour de bassin qui fait 90 cm. Pour savoir quelle largeur fera notre ouvrage, on ne va pas compter combien de mailles il faut monter pour 90 cm. On va lui appliquer une aisance, on va rajouter 5 cm. 90 plus 5, ça fait 95, et c'est sur 95 cm qu'on va calculer combien de mailles on veut monter. Les aisances sont en général positives, c'est-à-dire qu'on rajoute des centimètres par rapport à la mesure sur le corps lui-même. Pour le bonnet, et c'est le cas aussi d'ailleurs pour par exemple ce qu'on appelle les tricots chaussettes qui sont souvent faits en côte, on applique une aisance négative, c'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'on a mesuré sur la tête et on va venir enlever des centimètres. Alors cette aisance, justement, vous la trouverez dans ce fameux document, c'est la 3e colonne, aisance en pourcentage du tour de tête. Alors par exemple, chez les prématurés, l'aisance, elle sera de 5%. Chez les bébés, elle sera de 6%. Chez les enfants, 7%. Les ados aussi d'ailleurs, 7%. Et chez les adultes, elle sera de 8%. Donc c'est cette aisance qu'on va appliquer. Donc moi, je suis, jusqu'à preuve du contraire, une adulte, quoique, parfois non. Je vais donc appliquer une aisance de 8%. Alors 56 cm, c'est mon tour de tête au départ, que multiplie 8% en ce qui me concerne. Donc 56 fois 8%,
est égal à 4,48. Une autre façon de calculer, 56 fois 8 est égal, que divise 100? Parce que certaines calculettes n'ont pas le pourcentage, toujours 4,48. Je vais donc enlever 4,48 cm à mon tour de tête de départ. 56 moins 4,48. 56 moins 4,48. 51,52 cm. Et je le note. Donc j'arrondis à 51,5. Voilà, on a toutes les mesures en centimètres. On va maintenant pouvoir passer au calcul. Combien de mailles il faut monter au départ et combien de rangs on va tricoter. Pour faire ça, il faut d'abord commencer par diviser par 10 toutes nos dimensions en centimètres. Donc 51,5, ça devient 5,15. Et 8,5, pour moi, ça devient 0,85. Voilà, on est prêt. On peut maintenant passer au nombre de mailles. Donc pour savoir combien de mailles je vais monter au départ, je fais 5,15 que multiplie mon nombre de mailles pour 10 cm fois 17. Ça me fait 87,55. Bon, ben là, il faut arrondir. Je fais 87, je fais 88, je vais choisir 88. Alors ça dépend aussi de type de cote que vous allez adopter. Est-ce que vous allez faire des cotes 1,1, des cotes 2,2 ou des cotes 3,2 comme moi? Moi, je vais faire des cotes 3,2. Et je sais que si le nombre de mailles en cote 3,2 se termine par le chiffre 0 ou le chiffre 5, par exemple 80 ou 85, je terminerai tous mes rangs impairs, c'est-à-dire chaque allée par 2 mailles en vert. Et si mon nombre de mailles se termine par le chiffre 3 ou le chiffre 8, c'est le cas ici, 88 ou bien 83 par exemple, tous mes rangs impairs se termineront par 3 mailles trompées. Pour le choix des cotes, moi je prends des 3,2 parce que ça me fait passer moins souvent un bon repère. Donc si vous êtes en cote 3,2, je vous conseillerais de monter toujours vos rangs impairs de la même façon. Mais là encore, c'est une histoire de choix. Alors pour le nombre de rangs maintenant, je prends 0,85 et cette fois-ci, je le multiplie par 24, mon nombre de rangs pour 10 cm, fois 24. Je trouve 20,4. Donc pour les rangs, et ça c'est valable pour quasiment tous les ouvrages, sauf si le catalogue vous dit autre chose, mais d'une manière générale et par convention, le nombre de rangs, c'est toujours un nombre pair. Donc là, soit j'arrondis à 20, soit j'arrondis à 22. D'accord? Mais pas 21, ça c'est sûr. Et bien, je vais mettre 20. Alors du coup, une fois n'est pas coutume, j'aurais aimé essayer de faire une vidéo un peu courte. Ce qui se passe, c'est que si je fais trop court, c'est pas accessible aux débutants, mais si je fais très long et très détaillé, ça devient des vidéos super longues qui peuvent paraître un petit peu indigestes à ceux qui tricotent déjà. Donc pour cette vidéo-là, dans la mesure où je vais développer plusieurs déclinaisons dans un maillet, le montage des mailles, etc. Alors je vous encourage à aller chercher soit dans ma playlist, soit sur YouTube, des vidéos pour vous expliquer. Donc ici, voilà ce qui va se passer. Avec mes aiguilles 4, je vais monter 88 mailles. Donc comment monter des mailles? Il existe énormément de vidéos qui traitent des cotes. Et sans changer de taille d'aiguille, je vais tricoter 20 rangs en jersey. Et on se retrouvera ici pour faire les calculs, pour savoir comment, combien, tous les combien, à quelle fréquence on va faire des diminutions pour venir façonner notre bonnet. Quand on donne une forme à un ouvrage, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du droit, ça s'appelle façonner. Et ici, notre objectif, ça va être de venir le façonner de sorte que ce bonnet s'ajuste parfaitement à notre tête. D'accord? Et on sait qu'on a 20 rangs pour faire ce façonnage. Et enfin, moi, j'ai 20 rangs pour faire ce façonnage. Et je sais que je démarre avec 88 mailles. Donc, je vais vous détailler les calculs pour que vous puissiez évidemment les adapter en fonction de votre échantillon. Il y a quand même la question du fil perdu à régler. Donc, il faut que je garde un petit peu de fil perdu, bien sûr, pour monter mes mailles. Donc, moi, avec la façon que j'ai de monter mes mailles, je garde 3 fois la largeur. Donc, 3 fois 50 cm, ça fait 1,50 m. Je le symbolise comme ceci. Mais est-ce que je garde aussi du fil perdu pour faire la couture? En réalité, non. Je vais garder juste 10 ou 15 cm supplémentaires pour pouvoir camoufler aisément mon fil quand j'aurai terminé mon ouvrage. Mais le fil perdu qui nous permettra de faire la couture sur le côté, c'est celui qu'on gardera à la fin quand on va rabattre. Donc c'est pas la peine ici de laisser 1,50 m de fil dépasser après avoir monté les mailles, ça servira à rien. Ça y est, j'ai tricoté mes
20 rangs de côte et mes 20 rangs de jersey. Alors on va passer au façonnage. Pour que ce soit plus clair, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait mon joli dessin pour que j'ai un petit peu plus de place pour faire mes petites démonstrations. Donc on a 20 rangs pour faire le façonnage. Je vais donc tout simplement écrire mes 20 rangs. Alors voilà qui est fait. Ce qu'on sait, c'est que comme on est en jersey, sur tous les rangs pairs, toutes les mailles seront tricotées toutes à l'envers. Donc rien de particulier sur chacun de mes rangs pairs. Donc tout va se passer sur les rangs impairs. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, ça y est, ça recommence. 1, 3, 5, 7, etc. Ce qu'on sait aussi à propos de ces rangs impairs, c'est qu'ils seront donc tricotés évidemment toutes mailles à l'endroit. Et qu'à un moment ou un autre, dans la mesure où on va faire une diminution, on va donc tricoter 2 mailles ensemble. C'est inévitable. Alors, et au lieu d'écrire à chaque fois 2 mailles ensemble, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le chiffre 2, et ça veut dire 2 mailles ensemble. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est combien de diminutions je vais faire sur ces rangs impairs. Donc tous les combien est-ce que je vais tricoter 2 mailles ensemble. Et ça, on peut le calculer. On sait que sur le dernier rang impair, donc moi c'est le 19, je vais faire cette alternance-là. Une maille tricotée normalement, 2 mailles ensemble. Une maille tricotée normalement, hop, 2 mailles ensemble. Une maille tricotée normalement, 2 mailles ensemble. Et je mets des petits points pour dire, voilà, jusqu'à la fin du rang. Si sur mon premier rang, je veux avoir cette alternance-là, une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, sur le rang impair précédent, donc moi le 17, ça sera 2 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. J'ai bien fait de choisir de couleurs, comme ça c'est bien galère. Hop, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc sur le rang 15, qui est mon rang impair précédent, ça sera 3. Je vais tricoter 3 mailles, puis 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble, etc. Donc sur le précédent, ça sera 4. 4 mailles, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 2 mailles ensemble, etc. Et je remonte comme ça, et à chaque fois, je rajoute une maille de plus dans mon alternance. Et je renifle parce que je crois que j'ai chopé la crève. Donc je vous laisse faire ça sur votre propre feuille de calcul, sachant que, vu que vous n'avez pas le même nombre de rangs, a priori, il est possible, il est même quasiment certain que vous n'ayez pas le même nombre de rangs que moi, je ne sais pas sur combien de rangs vous allez écrire tout ça. Ça c'est en fonction évidemment de votre échantillon et puis de la taille du bonnet. Si c'est pour un préma ou pour un ado, ça ne va pas du tout être la même taille. Et donc pas du tout le même nombre de rangs non plus. Allez, je continue, je finis, je veux dire. Donc en complétant comme ça ma petite feuille de calcul, je me rends compte que sur le premier rang des 20 rangs que j'ai à faire en tout, je vais commencer par tricoter 10 mailles, puis 2 mailles ensemble, 10 mailles, 2 mailles ensemble, 10 mailles, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin du rang. Je ferai mon rang retour toutes mailles à l'envers, c'est normal. Et sur le rang numéro 3, cette fois-ci, je tricoterai 9 mailles, puis 2 mailles ensemble, 9 mailles, 2 mailles ensemble, 9 mailles, 2 mailles ensemble, etc. jusqu'à la fin du rang. Alors je vais vous montrer ça de ce pas. Ok, donc rang numéro 1, je tricote 10 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 9, 10, et je tricote 2 mailles ensemble. Donc je passe mon aiguille dans 2 mailles, et je les tricote normalement. J'avais 2 mailles, je me retrouve avec une seule maille, j'ai bien fait une diminution. Et je recommence. 10 mailles, 1, 2, 9, 10, 2 mailles ensemble. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Mais je voudrais vous retrouver à la fin du rang parce que j'ai quand même quelques petites bricoles à vous montrer. Là, je suis à la fin de mon rang 1 et je veux vous montrer quelque chose. Donc je fais ma dernière maille, 10, 2 mailles ensemble, et je me retrouve avec 4 mailles à la fin. Alors moi c'est 4, vous ça sera peut-être 2, ça sera peut-être 8, ça sera peut-être 3, je ne peux pas vous dire, peut-être même 0, c'est-à-dire que vous terminerez sur 2 mailles ensemble. Ça dépend du nombre de mailles que vous avez monté au départ, donc ça dépend de la taille du bonnet que vous tricotez et bien sûr de l'échantillon. Pour l'instant, on va se contenter de se dire que ces 4 mailles-là, je ne peux pas faire moi de diminution dessus, puisqu'il faut d'abord que j'en tricote 10 avant d'en tricoter 2 à la fois.
eh bien je vais les tricoter tout à fait normalement. Je vais simplement me souvenir qu'il m'en reste 4 après ma dernière diminution. Et ce qui va se passer, c'est que pendant un certain temps, il m'en restera toujours 4 après ma dernière diminution. Et ça peut me servir de repère pour être sûr que je ne me suis pas trompée. Et puis ensuite, on le verra tout à l'heure, il arrivera un moment où j'en serai au rang numéro, je sais pas moi, numéro 16, 17, où là, il me restera toujours mes 4 mailles, mais je pourrai du coup faire une diminution. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que s'il vous reste 2, 4, 5, 7, 8 mailles après votre dernière diminution, vous aurez toujours ce même nombre, en tout cas pendant un certain temps. Voilà, tout en discutant du coup, j'ai attaqué le rang suivant, donc bien sûr, toutes mailles à l'envers, puisque c'est un rang pair. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 2, donc le 1 et le 2 c'est fait. Sur le 3, je vais faire une diminution, donc 2 mailles ensemble, toutes les 9 mailles. Cette fois-ci, c'est 9. Et je vais donc faire mon rang comme ça. Je vais me mettre en gros plan parce qu'il y a une petite bricole que je veux vous montrer au passage. Je commence par tricoter mes 9 mailles. 2, 3, 8, 9. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur l'arrière. Quand j'ai tricoté mes 2 mailles ensemble à l'endroit, vous voyez, ça fait, on voit, hop là, les 2 boucles. Ça peut être un repère, parce qu'en fait, ce qui va se passer très certainement, c'est que quand vous serez en train de compter, donc 1, 2, vous ne pouvez pas déjà forcément compter à haute voix, parce que vous n'êtes pas seul dans la pièce, ou pour des tas de raisons, et il y a un moment où vous allez vous perdre. Donc il faut déjà commencer par apprendre à repérer le plus tôt possible comment on reconnaît l'endroit où on a tricoté 2 mailles ensemble à l'endroit, de sorte à savoir où j'en suis. Donc moi c'est ici, j'en ai donc déjà tricoté 1, 2, 3, et je vais donc tricoter ma 4e. Donc ça c'est une bonne habitude à prendre dès le départ. De cette façon, même si vous êtes interrompu, même si vous êtes perdu, vous pourrez un petit peu vous repérer. Elle est là, donc j'en ai 2, 4, 6 et un 7, 8, 9, et donc 2 mailles ensemble. Je termine le rang et on va vérifier que j'ai bien, comme prévu, 3 mailles toutes seules après ma dernière diminution. J'arrive à la fin de mon rang numéro 3, je fais ma dernière diminution, et il me reste bien, oui j'avais dit 3 mais non c'est bien 4, il me reste bien 4 mailles que je tricote tout à fait normalement, puisque je ne peux pas faire de diminution pour l'instant. Alors là ce qui va se passer, c'est que je vais tricoter quelques rangs. Déjà on va regarder où on en est quand même. Hop. Oui, donc rang 3 et le rang 4 sera fait, donc je vais tricoter quelques rangs. On va se retrouver vers le rang numéro 17, parce que c'est là justement où je vais pouvoir m'occuper de ces fameuses 4 dernières mailles qui se trouvent à la fin de mon rang, de chacun de mes rangs impairs. Sachant que moi, ça va se passer sur le rang 17, parce que c'est comme ça, mais vous, ce que je vais vous montrer va peut-être se passer sur le rang 9, ou sur le rang 19, je ne peux pas vous dire à l'avance. Voilà, j'ai fait mon rang 15 et 16, et je vais donc attaquer le rang 17. C'est un rang où je vais faire ma diminution, donc cette fois-ci, toutes les 2 mailles. Donc déjà, vous voyez, j'ai beaucoup moins de mailles sur mes aiguilles. Mais il y a quand même quelques petites bricoles que je voudrais vous montrer. Je vous le montre maintenant parce que maintenant, c'est quand même nettement plus visible qu'au début du travail. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'on voit parfaitement bien où est le tracé des diminutions qu'on a fait les rangs précédents. Et il se trouve que ce tracé peut nous permettre aussi de vérifier si on ne s'est pas trompé. Alors je vais faire un gros plan déjà pour commencer, qu'on y voit mieux. Alors ce tracé qu'on a ici, c'est là où on a fait nos diminutions sur les rangs précédents. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que tout à l'heure je vous ai expliqué que vous pouviez regarder sur l'arrière pour voir où est-ce que vous aviez fait 2 mailles ensemble pour vous repérer, mais il y a aussi un autre système. Si je prends la maille qui correspond au tracé, plus sa maille précédente, hop, je vais les marquer avec un petit fil de couleur pour que ce soit pour que ce soit plus simple. Et bien vous allez voir que ça va être précisément ces deux-là, c'est-à-dire la maille du tracé des diminutions plus la maille précédente, c'est ces deux-là que je vais devoir diminuer. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, mes 2 mailles marquées. Donc j'ai pas fait sur le premier tracé de diminution parce que c'était trop près du bord et je veux vous montrer de manière un peu plus efficace. Donc une maille, 2 mailles, je tricote ma diminution.
et juste après, une maille, 2 mailles. Et vous voyez qu'en effet, là où je vais faire ma diminution, c'est bien les 2 mailles que j'avais marquées avec mon petit fil rouge. Donc, quand vous avez du mal à vous repérer, en cours d'ouvrage, vous pouvez tourner et vérifier où est-ce que ça fait une petite boucle, c'est-à-dire là où vous avez fait votre diminution et ensuite vous comptez. Mais lorsque vous avez posé votre ouvrage et que vous ne savez pas si vous en êtes au rang 13 ou au rang 15, c'est-à-dire si vous devez faire une diminution toutes les, je sais pas, j'invente, toutes les 5 mailles ou toutes les 6 mailles, et bien à ce moment-là, vous pouvez tout simplement venir prendre un repère, la maille qui correspond à la marque de la diminution, plus la précédente, hop, et voilà, une et la précédente, c'est ces deux-là qu'il faudrait diminuer. Et puis vous faites ça sur tout votre rang, donc vous venez le marquer soit avec un fil, soit vous comptez, enfin voilà. Et ça vous permet de savoir où vous en êtes. Donc c'était ça que je voulais vous montrer en premier. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était à la fin de mon rang, rappelez-vous, j'ai toujours ces fameuses mailles, les 4, sur lesquelles jusqu'à présent, je n'ai jamais pu faire de diminution parce que j'ai jamais eu à y arriver. Donc hop, j'essaye de me dépêcher, mais moi quand j'essaye de me dépêcher, ça marche jamais de toute façon. Voilà, mes 4 mailles. Et cette fois-ci, regardez, là, je vais pouvoir la faire. 1, 2, 2 mailles ensemble. Voilà. Et pour la première fois depuis le début où j'ai commencé mes diminutions, c'est la première fois que je peux faire une diminution réellement au bord. Donc vous aussi, à un moment ou un autre de votre façonnage, vous allez arriver à un moment où vous pourrez faire une diminution au bord. Ça prendra plus ou moins de temps en fonction du nombre de mailles que vous avez au départ et du nombre de rangs sur lesquels doit se faire votre façonnage. Alors là, c'est mon rang 18, il me reste le rang 19, où je vais faire une diminution toutes les 1 maille, c'est-à-dire que je vais tricoter une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble. J'aurai terminé mon rang 19, je ferai mon rang 20, évidemment, tout à l'envers. Et là, on aura terminé. Alors, j'essaye, là aussi, d'accélérer un peu. Je suis agrippée à ces aiguilles, là, tu as l'impression que ma vie en dépend. Tu m'étonnes que j'ai mal aux mains. Hop. Vous voyez comme j'ai les doigts qui sont tout pliés comme ça, là? Ça, je suis sûre qu'au bout de quelques années de tricotage, ça va me porter préjudice. Hop. Rang 19. Une maille. Une diminution. Une maille. Une diminution. Allez, je fais mon rang 19 et mon rang 20. Et ensuite, ça sera le moment de fermer l'ouvrage, c'est-à-dire de récupérer les mailles. Et puis de venir faire la couture. Voilà, j'ai fini mes 20 rangs, donc vous voyez, il me reste très peu de mailles sur mes aiguilles. Donc maintenant, ça va être le moment de récupérer toutes nos mailles et puis de venir faire la couture. Première chose, j'avais un petit peu exagéré le fil perdu au départ, c'est pas la peine que j'en garde autant, il va me gêner. Ensuite, maintenant, on va regarder ce qu'il faut qu'on garde comme fil pour pouvoir récupérer nos mailles et venir faire la couture. Moi, je vous conseille de garder au moins 3 fois la longueur. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Je mets ce fil sur une aiguille à laine. Hop. Et je vais venir récupérer mes mailles que je glisse sur mon aiguille à laine. Voilà. Donc, je peux me débarrasser de ça. Je tire sur mon fil et avant que de tirer complètement à fond, je vais repasser mon aiguille dans la première maille de ce côté. Et maintenant, je tire. Voilà. Alors, on va avoir deux solutions. Soit on fait une couture invisible. Et dans ce cas-là, on va coudre bord à bord en regardant l'endroit du travail. Soit on va faire une couture au point arrière. Et dans ce cas-là, on va faire la couture en regardant l'envers du travail. Donc là, c'est un choix que vous devez faire. Moi, je vais faire une couture au point arrière pour une raison très simple. C'est que comme sur la fin, je termine tout le temps par une diminution. Là, vous savez, le rang 17 et 19. Du coup, j'ai pas vraiment de jolies mailles lisières. Donc pour faire une couture invisible, je trouve pas ça super simple. Je préfère faire une couture au point arrière.
pour ceux qui le voient, quelque part en haut, une indication, enfin un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller vers la couture invisible. Et puis un autre lien, maintenant ou plus tard, je ne sais pas, là dans les secondes, pour cliquer sur la couture en point arrière. Pour les autres, dans la playlist, dans ma playlist Apprendre à tricoter, vous trouverez la vidéo là-dessus. Donc là, j'ai joint les deux, mais je vais quand même, par sécurité, bien tirer. Et puis, hop, faire un petit passage comme ça. Voilà, ok. Alors moi, je vais faire la couture au point arrière. Je vais juste vous montrer le principal. Hein. L'objectif en particulier, je vais y arriver, c'est de ne pas faire de décalage. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un côté qui aille plus vite que l'autre. Et de bien arriver ensemble au bon moment. Donc le principe de la couture au point arrière, c'est d'avancer de l'équivalent de 2 pas. On appellera ça 2 pas. Donc 1 cm par exemple. Et de revenir en arrière d'un pas. Voilà, et on fait ça tout le long. Sauf que ce bonnet, il est prévu pour être retourné. Ce qui fait qu'on ne va pas venir faire la couture au point arrière sur ce côté du travail jusqu'au bout. Et ça sera la même chose avec la couture invisible. Vous faites votre couture endroit du travail visible, mais pour les côtes, vous inverserez. Donc je vais faire ma couture au point arrière tout le long et je vais m'arrêter à la naissance des côtes. Et on se retrouve pour que je vous montre comment, enfin c'est tout bête, hein, mais comment j'inverse le côté de la couture. Ça c'est parce que quand on va retourner les côtes, et bien pour pas qu'on voit le vilain côté de la couture. Le vilain côté, moi, il sera à l'intérieur, ici, et inversé de l'autre côté. Enfin de l'autre côté, côté côte je veux dire. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc je suis arrivée à la naissance des côtes. J'ai même un petit peu dépassé, mais c'est pas très grave. Donc tout ce que je vais faire, c'est retourner le bonnet. Et puis continuer ma couture au point arrière. Mais cette fois-ci sur l'endroit du travail. Peut-être. C'est un peu compliqué des fois pour moi, je crois. Là, voilà. Allez, je termine ça. Voilà, je termine. Je vais profiter de la fin de la couture pour bien rapprocher les bords. Donc ici. Voilà. Ce fil, je vais le camoufler maintenant uniquement sur la partie où il y a le petit boudin que j'ai fait à cause de la couture. Ouais, je vais peut-être pas le camoufler longtemps là parce que j'étais ric-rac. Quand on a un petit peu d'avance sur le fil, c'est vrai que c'est mieux d'en garder un petit peu trop que pas assez. Mais parfois on n'a pas le choix parce qu'on est tellement ric-rac. Ok. Je vérifie. Là, je trouve que mon bord n'est pas toujours nickel, et toujours pas nickel. Donc, je vais profiter de camoufler ce fil-là. Pour d'abord venir rapprocher correctement les bords. J'ai l'impression d'y voir que dalle. Je me demande si j'ai pris les bonnes lunettes. C'est pas impossible que je me sois trompée. Parce que là, j'y vois pas grand-chose. Bon, bref. Donc là, vous voyez, je fais courir mon fil le long, sans trop tirer, le long du petit bourrelet de la couture. Je sécurise et je coupe. Et voilà. Donc ça y est, il est terminé. Donc là, bon, là ça donne, c'est pas très très joli comme ça. D'abord, il n'a pas encore été lavé, il n'est pas encore très souple. Mais ici, là où j'avais fait la couture inversée, donc quand je le retourne, ah, j'ai un petit bout de je sais pas quoi. Bon, quand je le retourne, la couture se voit pas. Ce que je suis en train de remarquer par contre, c'est que le haut, j'ai peut-être pas serré suffisamment. Enfin bon, c'est sur le sommet du crâne, ça va pas se voir, mais alors, ce qui est dommage, c'est que sur mes mains, on voit pas vraiment le joli dessin qui est formé par les, si un petit peu, par les diminutions. Mais voilà, c'est un bonnet super simple qui respecte des proportions, les proportions du crâne, tant au niveau du tour de tête que sur la hauteur, surtout sur laquelle on va venir façonner, et qui convient vraiment, enfin moi, il me convient très bien dans cette coupe-là, en tout cas.
Alors à partir du même calcul de base, on peut faire des modèles qui soient quand même relativement différents. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est un modèle un petit peu plus grand. Donc comme j'ai gardé le même type de laine, c'est le même échantillon. Et pour les calculs, j'ai fait exactement la même chose, si ce n'est que au lieu d'avoir 3 étages en tout, j'en ai 4. Donc je calcule mes diminutions exactement de la même façon que je l'ai fait. Mais au lieu de faire 20 rangs de côte et 20 rangs de jersey avant de calculer mes diminutions, j'ai fait 20 rangs de côte sur les 20 derniers rangs, comme on a fait sur le petit bonnet gris. C'est ce qu'on a fait pour le petit bonnet gris. Ces modèles-là sont encore bien juste de la façon de répartir les diminutions. C'est-à-dire que pour la totalité des calculs, c'est la même chose, sauf la partie diminution. Donc ce bonnet-là a exactement le même nombre d'étages que ce bonnet-là, mais celui-ci, j'ai calculé le façonnage exactement comme on a fait jusqu'à maintenant, donc c'est plutôt arrondi. Et celui-ci, j'ai calculé le façonnage de manière légèrement différente. Pareil, le façonnage n'a pas été calculé, réparti tout à fait de la même façon que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc ça, rappelez-vous, c'est déjà commencer par augmenter le nombre d'étages. Zut, j'en ai oublié un. Voilà. Donc ça nous fait un étage de plus. Et au lieu que les diminutions soient réparties sur un seul étage, c'est-à-dire quand j'avais calculé 20 rangs, moi ça va être réparti sur 2 étages, c'est-à-dire 40 rangs. Et donc du coup d'office, ça fera quelque chose de plus pointu. Donc j'ai toujours mes 20 rangs de côte, j'ai toujours 20 rangs de jersey tout droit, mais par contre, j'aurai 40 rangs pour répartir mes diminutions. Donc rappelez-vous que sur le calcul de base, je faisais mes diminutions, bien on va dire tous les 2 rangs, c'est le genre de truc qui m'emmène. Donc c'est sur chacun des rangs impairs que je suis venu faire mon façonnage, sachant que j'avais 20 rangs en tout. Et donc comme là, je n'ai plus 20 rangs pour faire mon façonnage, mais 40, je vais venir donc écrire mes 40 rangs. Donc là, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors les rangs pairs, oui, je ne sais pas si je vous l'avais déjà précisé, mais c'est les rangs pairs de 4 issues, bien sûr. Mais c'est donc l'envers du travail et ce que j'appelle aussi le retour. Voilà, après chacun a son petit vocabulaire. Alors la grosse différence qu'il va y avoir cette fois-ci, en fait, c'est qu'on ne va pas venir un aller-retour à chaque fois. Donc on sait que sur le dernier rang impair, c'est un aller-retour. J'ai rajouté 2 rangs si vous préférez. En plus, entre chaque... J'arrive pas à le dire. Et vous voyez, c'est ça aussi. Ça me saoule. Il y a des heures comme ça où j'arrive plus à expliquer, je sais pas pourquoi. Si, ok, et du coup, sachant que le dernier rang de mal ensemble, etc., ici ça sera 2, ici ça sera 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, c'est tout rang 3, 7, 11, 15, 19, etc., etc. Je viendrai faire mes diminutions. Je commencerai par une diminution toutes les 10 mailles, jusqu'à la fin de mon rang, maille, exactement la même méthode que ce qu'on a vu ensemble avec le petit bonnet gris. Bon, vous avez remarqué que je vais un tout petit peu plus vite là depuis tout à l'heure. Alors, c'est logique, c'est parce que c'est l'heure que je passe à table. Et moi, vous savez qu'on rigole pas avec ça. Quand j'ai faim, j'ai faim. Genre, la répartition des diminutions, le nombre d'étages en tout, puisque vous voyez, on est quand même passé de ça à ça, avec les mêmes calculs à la base. Ok, encore un petit mot pour vous dire que n'hésitez pas à me mettre des commentaires, il n'y a pas de souci, je réponds. Venir poster des photos, des déclinaisons des tutos que je fais, vous pouvez les publier sur ma page Tricot Touch. Il vous suffit simplement de préciser de quel tuto il s'agit, et puis éventuellement vous pouvez peut-être préciser le type de laine, le fil, la quantité, enfin donner quelques petites indications pour les triconautes qui cherchent l'inspiration et qui, voilà, qui veulent savoir un petit peu comment vous avez fait la déclinaison du tuto numéro 7 ou numéro 15, tiens, par exemple. Voilà, bon, et ben ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto tricot.